Quand on étudie l'histoire des centuries, au XVIe siècle et au-delà, mais surtout au XVIe siècle et surtout à la fin du XVIe siècle, on pourrait parler d'une trahison des clercs. Trahison des clercs, c'est un ouvrage de Julien Benda, je crois, parce que les libraires, c'est-à-dire les éditeurs, on appelait à cette époque on parlait des libraires, mais aujourd'hui on parlerait des éditeurs. Les éditeurs, notamment sous la Ligue, ont instrumentalisé l'imprimé. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que les gens n'imaginaient pas que l'on pouvait mettre de fausses dates sur les ouvrages, notamment sur la date de publication. C'était quelque chose d'inimaginable. Vous savez que l'imprimé, à l'époque, il n'était pas très ancien. Il datait d'un peu plus d'un siècle. Bon, avec Gutenberg, etc. Bon. Donc finalement, il y avait une sorte de religion. Alors avec les manuscrits, bon, les dates, bon, on pouvait toujours penser qu'elles avaient été corrigées, changées, etc. Mais avec l'imprimé, on avait l'impression d'une espèce de consécration, de sacralisation qui faisait que l'ouvrage faisait date. Il avait une certaine date, on respectait cette date, c'était terminé. Bon. Or, dès ces années-là, des années 1580, on se permet, dans une sorte de guerre, de cyberguerre, si on peut dire, pour ne pas en parler d'anachronisme, on se permet de changer les dates. Et pourquoi? Parce que tout simplement, en changeant les dates, dans le cas des prophéties, et en les mettant beaucoup plus tôt, ça permet de donner aux prophéties, surtout quand on les a actualisées à la suite des événements récents, ça permet de leur donner une sorte de patine prophétique en avançant de 20 ou 30 ans leur parution. Donc, la trahison des clercs, c'est que cette mission sacrée des libraires de valider les dates de publication, elle n'a pas été respectée. Et c'est intéressant parce que ce culte de la date imprimée continue à fonctionner jusqu'à nos jours. Lorsque Robert Ben Azra, par exemple, découvre un exemplaire à la Basilique d'Albi de l'édition 1557 de Massé Bonhomme, il a la conviction qu'il a trouvé la preuve que c'était bien paru à ce moment-là. Bon, dans sa naïveté profonde. Hein. Bon, alors on le comprend, si vous voulez, on le comprend, mais il faut bien comprendre que c'est une illusion grave. Et c'est pas dans tout le groupe autour de Michel Chaumarat, on a la même illusion. Quand on voit une édition, on découvre une édition dans une bibliothèque de province de 1568, on dit voilà, on a trouvé l'édition de 1568. Bon. Et c'est moi qui, notamment, au début des années 1990, quand j'ai discuté notamment avec Pierre Bérard-Damour qui était à Paris à ce moment-là, je remettais en question ces dates, absolument. Et d'ailleurs, quand on a publié le répertoire chronologique nostradamique de Robert Ben Azra, je précise bien dans la 4e couverture dont je suis auteur que ce sont des dates tout à fait problématiques. D'ailleurs, le titre même, nostradamique, veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire c'est Nostradamus, ça ressemble à du Nostradamus, ça se veut du Nostradamus, mais c'est pas forcément du Nostradamus. Donc déjà, dans le titre même, à la différence de celui de Chaumarat, qui s'appelle Biographie de Nostradamus, répertoire chronologique nostradamique, et pas Nostradamus, ça veut tout dire.